c'est un peu mis en scène. C'est pour ça. C'est comme pour les enchères, il y a des grandes parties qui se fait à distance et on est obligé aujourd'hui. Mais tant mieux. Bonsoir à tous. Juste un petit mot d'introduction, parce que je suis ravi de vous voir ici chez nous pour cette petite discussion au bord de l'île avec Delphine Dalatoine, notre spécialiste en horlogerie, et Jérôme Lalande, notre expert en maroquinerie pour le luxe aux enchères à Strasbourg, c'est-à-dire comment acheter ou vendre des objets de luxe dans notre jeune maison d'enchères. C'est le thème de cette conférence de ce soir, de cette causerie de ce soir, et qui sera plus généralement aussi s'inscrira dans notre volonté d'organiser des rencontres ici au marché aux poissons, au cœur de Strasbourg, pour que nous puissions, indépendamment des expositions et des ventes, se rencontrer et échanger sur des thèmes qui nous sont chers. Je vous laisse donc la parole et je vous remercie. Merci maître. Donc on a décidé de centrer ce soir sur le luxe, de façon globale, surtout horlogerie, maroquinerie. On l'a couplé avec la vente qui aura lieu demain à Strasbourg, ici, au marché aux poissons d'horlogerie. C'est une vente qu'on organise mensuellement, plutôt à Paris d'habitude, mais qui a vocation à aller à Strasbourg, à aller à Beaune, comme ça a déjà été fait, et qui permet de rencontrer les collectionneurs qu'on ne voit pas toujours. Je sais que parmi vous, il y a déjà des acheteurs de la maison, et ça permet de mettre des visages sur des noms, c'est toujours assez appréciable. Le sujet de ce soir, c'est-à-dire que c'est assez générique, c'est comment acheter justement du luxe de la maroquinerie ou des montres aux enchères. Vous allez me dire c'est tout bête, il suffit de regarder les lots, il suffit d'acheter. On va dire que c'est un peu plus compliqué pour ressortir content et avec une expérience positive de tout cela. On va commencer par dire qu'en fait, il faut avant tout être conscient de ce que vous cherchez, pourquoi vous achetez l'objet. Il y a plusieurs types d'acheteurs. Il y a ceux qui veulent faire des bonnes affaires, ceux qui veulent un objet, qui vont privilégier un état, une référence particulière, une période ou autre. Il y a des collectionneurs qui se laissent tenter par une belle présentation, une vente cohérente. Ça peut être un lot, ça peut en être un autre. Comment préparer tout ça? Comment vous, si vous enchérissez demain, vous avez préparé la vente? On pourra en discuter après, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions à faire, parce que c'est avec les retours aussi des acheteurs qu'on s'améliore, et le but c'est d'offrir une expérience complète aux clients. Voilà. Et qu'on a envie de renouveler aussi. Le mieux c'est de pouvoir la renouveler aussi, et pour vous et pour nous. Est-ce que tout le monde a déjà acheté aux enchères, notre public? Donc vous savez tous déjà comment ça se passe, la visite, les rapports de conditions, le catalogue, l'enchère elle-même, le type d'enchère, parce que maintenant il y a des enchères en live, téléphone, online, on peut laisser encore des ordres d'achat. Bien sûr. Donc il y a encore beaucoup de... On va refaire toute la chronologie, en fait, de la publication du catalogue, puisque vous voyez la vente à partir de ce moment-là, on va se centrer sur les acheteurs, jusqu'au moment de la vente, comment il faut idéalement procéder à distance, en physique quand vous pouvez venir, c'est toujours mieux, vous allez le voir, comment dialoguer avec les experts, la maison de vente, pour lever les doutes. C'est surtout ça en fait qu'on va voir, avec des petites spécificités pour l'horlogerie, maroquinerie, puisque c'est des secteurs qui ont le vent en poupe, où il y a beaucoup de monde qui arrive et qui justement... Beaucoup de produits sur le marché. Beaucoup de produits et des acheteurs novices, pas dans le sens péjoratif du terme, mais qu'il faut accompagner. Et ça fait partie du métier, c'est ce qui est d'ailleurs agréable, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui pendant l'exposition, pouvoir sortir les lots et faire un peu de pédagogie. Donc dans le parcours de la vente aux enchères, ça commence à la publication du catalogue. À la recherche. À la recherche, même si vous recherchez un objet avant. Vous mettez vos petites alertes. Vous êtes client d'études. Le mieux, c'est de mettre une petite alerte sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, toutes les maisons de vente aux enchères publient sur Internet. Donc, il y a différentes plateformes. Il y a Draw Online, que vous connaissez, il y a Interenchères. Et ensuite, il y a des plateformes internationales comme Valuable. Auctions, mais qui a été repris par
par interenchère, et après vous avez des plateformes chinoises, mais c'est un peu spécifique, et eux retransmettent eux-mêmes à partir du site Drouot. Donc le travail est machine, entre guillemets. Drouot interenchère, pour le marché français, vous couvrez déjà une bonne partie. Donc il faut mettre des alertes. Ça, je pense que vous êtes habitués avec des mots-clés, et puis vous allez avoir tous les... Si les fiches sont bien faites, vous allez avoir les lots pertinents qui vont ressortir. Vous êtes averti par mail, c'est bien fait. Si vous êtes client de la maison, vous recevez les newsletters aussi, catalogue en ligne. C'était ce qui s'est passé pour la vente de montres. On prendra la vente de montres de demain comme exemple. Comme ça fait des cas concrets. C'est toujours mieux. À partir de là, donc, vous avez notre site internet. L'expérience, elle commence toujours en ligne. Ou alors, vous venez à l'aveugle à l'exposition, mais c'est différent. C'est le site internet. Dans cet acte d'achat aux enchères, il y a une notion qui est très importante, je trouve, et qui fait partie de l'expérience globale, c'est de pouvoir faire ses recherches, entre guillemets, de se renseigner sur le lot, de regarder ce que vous achetez, d'arriver avec des idées faites, des doutes à lever peut-être auprès des professionnels, enfin de la maison de vente, pour avoir des échanges pertinents et être totalement rassuré. Et donc, cette recherche, elle commence avec le catalogue en ligne. Nous, on fait des descriptifs qu'on essaie d'être le plus précis possible, avec des photos. C'est très important les photos aussi. 5-6 photos par lot, que ce soit pour les sacs, pour se rendre compte des états, que ce soit pour les montres, où vous pouvez voir finalement le cadran sous plusieurs angles. Il y a des questions de luminosité, c'est important. Les mouvements, les fonds de boîte pour les références, et avoir peut-être une idée globale de l'objet avant même tout déplacement. Quelques petites spécificités pour les sacs, mais c'est pareil, il faut de plus en plus de détails. Et la concurrence pour les maisons de vente se fait aussi en ligne, donc pour nous, gagner la confiance des clients passe par ces descriptifs détaillés et les nombreuses photos. Alors il ne faut jamais hésiter aussi à écrire à la maison de vente et à leur demander des photos supplémentaires ou des détails. Si sur un lot vous apercevez, je peux prendre l'exemple d'un cadran d'une montre, je peux prendre l'exemple de l'angle d'un sac, par exemple d'un Kelly ou d'un sac qui paraît abîmé, vous dites voilà, envoyez-moi une photo bien précise de cette partie-là, donc de l'angle droite, de l'angle droit bas du sac, pour que je puisse me rendre compte est-ce qu'il est percé, est-ce qu'il a été usé, est-ce qu'il est râpé, etc. Pareil pour les montres, il ne faut surtout pas hésiter avant d'enchérir à lever les doutes sur quelque chose physique que vous avez vu qui pourrait vous déranger. Voilà. Et là, l'expert va vous écrire, va vous envoyer une photo et va vous écrire en disant non, ce n'est pas abîmé, ou oui, c'est abîmé, c'est râpé, on observe un enfoncement, une usure, etc. Et là, vous aurez quand même un rapport écrit, je dirais, que vous pourrez éventuellement opposer en cas de litige. Si vous dites qu'il n'y a rien du tout et que vous arrivez qu'il y a un problème sur la pièce, là, vous pourrez vous retourner parce que vous aurez un écrit de la maison. Avec, la photo est une chose, mais l'écrit de la maison qui dit voilà, tout est en parfait état, tout est d'origine, etc. Ça, c'est autre chose aussi, ça vaut beaucoup plus un écrit que la photo elle-même. La photo, elle montre ce que vous allez acheter. Une photo, on peut lui faire dire beaucoup de choses aussi. Donc, il faut toujours aussi, c'est un peu bien regarder les descriptifs. Parce que dans l'expertise, il y a une chose que le sait bien, c'est donner l'authenticité d'une pièce, c'est une chose. C'est le travail, je dirais, principal de l'expert. Mais ensuite, vous avez plusieurs choses qui sont très importantes. C'est la datation, la détermination des matières. Et moi, spécifiquement dans la maroquinerie, c'est de dire si toutes les pièces sont originales, si le sac n'a pas été touché par quelqu'un d'autre que la maison mère. Je vous explique, c'est que alors, les montres, je ne sais pas exactement, mais j'y reviendrai, je vous laisse faire sur les sacs, mais c'est à peu près la même principe. Si aujourd'hui vous achetez un sac Hermès, en l'occurrence, parce que c'est quand même la marque sur laquelle les valeurs sont les plus importantes, qui a été réparé, sur lequel on a fait une action qui ne provient pas de la maison, et que vous l'emmenez en réparation à la maison mère, elle va vous le rendre, elle ne touchera plus. En disant voilà, on a changé une poignée dessus, on ne sait pas ce qui a été fait, on ne sait pas si la personne en décollant,
en décousant, par exemple, a mis un point de colle, donc nous, on va arriver, on va peut-être tout déchirer, etc., on n'y touche plus. Donc si la pièce n'est pas d'origine, entièrement, elle peut être en mauvais état. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elle soit d'origine. Pour qu'ensuite, vous pouvez l'amener à la maison mère pour qu'elle puisse faire la réparation dans les règles de l'art. Ça, c'est très, très important. L'expert, il est aussi là pour vous dire tout est d'origine sur cette pièce. Alors, c'est un petit peu plus compliqué en horlogerie parce qu'on peut avoir... oui et non, en fait... Parce que les calibres peuvent avoir, par exemple, des similitudes... Exactement. L'horlogerie, il y a la question du fonctionnement aussi, mais ça, je mets de côté, enfin, on y reviendra plus spécifiquement. Il y a deux types de produits. Il y a les montres modernes, mais même pour les sapes, en fait. Et là, ça va être la question de l'authenticité, ça va plutôt être ça notre travail, c'est dire c'est bon, c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon. Vous avez la boîte, les papiers, c'est des multiples, vous arrivez à remettre à peu près par rapport aux autres. Et vous avez le marché des vintage, où c'est pas tant la question de l'authenticité qui est problématique, c'est la question de l'état de conservation et de l'originalité des pièces. Est-ce que les aiguilles ont été changées? Est-ce que le cadran a été repeint? Est-ce que la référence du boîtier correspond à l'ensemble de la montre? Donc ça, c'est des cas rares, mais ça peut arriver. Est-ce que s'il y a des interventions, des révisions, même qui sont actées par horloger, le travail de polissage n'a pas été trop gros et on perd les courbes d'origine? Ça, c'est plus spécifique à Rolex ou Spin Master, c'est des formes de boîtiers en fait, et les collectionneurs font très attention à ça, et c'est important. Et ça vous donne aussi une idée générale sur comment la montre a été utilisée, est-ce qu'on a une conscience de l'objet, de ce qu'il représente. Et sur le vintage, ça va vraiment être ça. Et c'est là où on essaie d'être le plus précis possible dans les descriptifs. Je prends le cas de la vente de demain, je vais plus parler. On a un Breguet type 20 de 1965. C'est des montres où il y a une cote qui est élevée. Donc, forcément, un marché qui est créé depuis quelques années déjà et où il y a eu des... pas vraiment des fausses, mais des pièces qui ont été emboîtées avec des mouvements qui sont les bons mouvements, qui sont emboîtés dans des boîtiers en fait plus ou moins cohérents et qui vous donnent une montre qu'on appelle des Frankenwatch. Vous comprenez l'idée, c'est des montres remontées de toutes parts, c'est pas des montres originales. Vous avez des montres originales qui ont été en dotation dans l'armée par exemple, qui elles sont passées par des horlogers compétents. C'était des montres avant tout fonctionnelles. Donc les pièces d'origine, si les aiguilles ne marchaient pas, si elles étaient plus lumineuses, on les enlève, on les remplace par autre chose qui brille bien, c'est parfait. Et vous avez des taches vertes à la place d'une jolie patine du tritium. Et forcément sur le marché, quand ça vient aux enchères, ça décote un peu. Ça, c'est important de faire attention à ça. Et vous voyez toutes ces opérations, en fait, nous pour l'horlogerie, sur le boîtier, notamment les polissages, etc., ça peut voir si c'est passé entre de bonnes mains ou de mauvaises mains. Sur le mouvement, si les pièces ont été changées, si les vis sont abîmées. Vous voyez sur les photos, nous, de nos ventes de montres, vous avez des photos des mouvements. Vous pouvez facilement voir s'il est en bon état, si les vis ont été ripées par des horlogers un peu scrupuleux et qui sont allés un peu trop vite ou autres, ouais, un peu brusques. Si des pièces ont été changées, si vous avez des ponts en laiton et que vous en avez un qui est en acier, il va peut-être piocher dans un mouvement pour refaire bien, pour aller plus vite parce qu'on lui a mis la pression ou autre. Et en fait, c'est tout ça. Quand vous regardez l'objet après, en tant qu'objet à vendre, c'est une cote à établir, c'est là le travail d'expertise. Il faut qu'après, on mette une estimation qui soit en corrélation avec tout ce cheminement et tout ce qu'on a pu voir de ce qui allait, ce qui n'allait pas. Le bon état et le très bon état, c'est exponentiel, enfin, ça change pas, ça peut changer du tout au tout. Les années de production aussi pour certaines pièces, la provenance, à nous de creuser quand on peut. En l'occurrence, pour le type 20, il faut une provenance pour ce type de pièce, parce que c'était des productions limitées, ça ne sort pas de n'importe où. On contacte les maisons qui nous répondent, etc. On peut avoir des extraits aussi. Exactement, ouais. C'est bien de les avoir. Pour Patek, pour Breguet. Sachant que quand vous achetez en maison de vente, la facture de l'opérateur de vente volontaire, vos certificats d'authenticité, c'est garanti. Donc tout ce qui est noté, tout ce que vous voyez, est garanti par la maison de vente. Donc il n'y a pas de problème non plus à ce niveau-là. Vous achetez une petite Omega à 400, 500 euros, vous avez la facture de la maison de vente, il n'y a pas de problème. La référence est bonne, c'est que ça a été regardé. Et c'est à ça que se fait d'ailleurs la réputation des maisons de vente. Si c'est sérieux ou pas, il n'y a aucun problème. Tout ce cheminement
de recherche qui a été fait par l'expert de la maison de vente, qui a été fait aussi par l'acheteur. Je trouve que c'est important que l'acheteur le fasse aussi parce que c'est une façon de commencer à posséder l'objet entre guillemets. Voilà, ça fait partie de la démarche. C'est plaisant, normalement c'est plaisant. En horlogerie, la majeure partie des acheteurs c'est des collectionneurs. Vous vous renseignez sur un modèle. C'est en achetant qu'on apprend. On dit c'est parce que ça passe par tout ce petit travail de recherche. Il y a forcément des gens qui auront mis sur des blogs des petits détails que vous n'aurez pas vus ou qu'on n'aura pas mentionné nous avant de faire les échanges. Voilà, ça c'est la première partie qui peut se faire en ligne, très facilement à partir des photos, à partir du descriptif. Pour chaque vente aux enchères, vous avez une exposition publique des lots, comme on a fait là, aujourd'hui, comme on continue demain matin pour la vente de montres. C'est l'occasion de voir les lots en vrai, ce que je conseillerais à tout le monde, on en parlait tout à l'heure. Quand on peut, parce que évidemment maintenant, comme beaucoup de choses se font en ligne, vous avez des pièces qui vont vous intéresser, qui vont être à l'autre bout de la France, vous n'allez pas vous déplacer pour... sauf pièces exceptionnelles, ou sauf vraiment grosse motivation, mais en règle générale, les achats se font à distance. D'où l'importance des photos, des descriptifs et des retours que vous pouvez demander auprès des experts des maisons de vente sur les conditions, donc des rapports de conditions, des photos supplémentaires. Et l'avantage pour les expositions publiques, vous allez voir des montres, vous allez voir des sacs, c'est des multiples, c'est pas comme des tableaux, c'est des objets uniques. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui une Speedmaster 55022, si vous auriez la même dans 2 mois, vous pouvez faire un comparatif, vous accumulez entre guillemets de l'expérience et ça vous permet de voir comment vous positionnez. In fine, le but de tout ça, c'est de réussir à mettre un prix. En fait, vous allez dire, je dois faire le travail de l'expert. Non. C'est vous qui êtes acheteur, c'est vous qui maîtrisez votre budget, c'est vous qui savez combien vous voulez mettre, mais faire tout ce travail, ça vous permet d'affiner, de faire un achat intelligent. Il n'y a rien de pire que de regretter son achat dès que c'est fait. Et donc lors de l'exposition, vous pouvez parler avec les experts, la maison de vente, les rapports de conditions à distance, vous pouvez demander, vous avez le téléphone, ça marche très bien aussi pour échanger. Et pour lever tous les doutes que vous voyez sur les photos, comme vous dites, ça peut être un éclairage où il y a une saleté, en fait c'est pas grand chose. C'est un verre qui est rayé sur une montre, du coup il y a une écriture qui paraît un peu coupée, c'est pas le cadran qui est abîmé, c'est juste le verre. Coup de chance, c'est beaucoup plus facile à changer et ça dénature moins la montre. Donc ça passe par l'échange. C'est important, c'est un travail qu'on aime bien faire. Moi pour ma part en tout cas. Non mais de rencontrer les collectionneurs, on apprend aussi beaucoup, nous, il y a toujours des choses qu'on apprend à chaque exposition. Il y a beaucoup de choses, des modèles qu'on ne connaît pas, ou des variantes, ou des gens... L'horlogerie, c'est un marché assez récent, entre guillemets, les montres poignets, ça a 100 ans, donc vous avez des gens qui ont travaillé dans des manufactures, qui peuvent nous dire, mais ça se faisait comme ça, c'est pour ça que vous avez telle spécificité. Ça, on a encore de la transmission orale, c'est plutôt agréable. Telle personne qui a travaillé dans telle entreprise qui dit en fait nous on avait des livraisons spéciales, ça s'est fait comme ça et je reconnais la vôtre, ça doit venir de ça. Bon, ça s'invente pas, on apprend nous-mêmes de tout ça et c'est avec ces échanges qu'on réussit à construire une confiance avec le client, une confiance avec la maison de vente et après nous on a des ventes assez régulières qui fait qu'on a une clientèle fidèle qui revient pour tous ces critères-là. Alors pour la cote, pour revenir sur l'aspect de la cote, il y a plusieurs... nous, on a une manière de fixer les prix qui se fait en fonction d'abord du marché actuel, du marché passé et de son évolution. Vous voyez tout à l'heure, par exemple, on a reçu quelqu'un qui avait une montre à vendre. Bon, alors la personne en voulait un certain prix, et puis on lui a montré au dernier résultat que c'était pas une montre dont la cote était à la hausse. C'était plutôt la stagnation, voire à la baisse sur les 6 derniers mois. Donc là-dessus, on a pu aussi la convaincre de la proposer à la vente. Un prix qui correspond à la réalité du marché. À la réalité du marché. C'était vraiment pour... Ensuite, il peut y avoir des caractéristiques très particulières sur certaines pièces. Alors, c'est très valable dans la maroquinerie. En fait, il y a une amplitude énorme dans l'état de la pièce. C'est aussi valable, je sais, dans l'horlogerie. L'état du cadran est très très important, notamment.
Mais c'est assez répandu et les réparations sont, comment dire, plus intégrées en fait dans le parcours du collectionneur. Il y a ça à refaire, je sais. Voilà, et puis on a de la pièce, etc. Le cuir, quand c'est abîmé, c'est très compliqué. On peut changer une poignée, on peut changer certaines pièces sur un sac. Et quand vous avez des angles sur un sac Kelly qui sont troués, c'est terminé. La pièce, on ne peut plus rien faire. Il faudrait tout démonter, tout remettre à place, ce qui est, d'un point de vue économique, est une aberration. Donc le sac, en fait, sa vie est terminée. Une pièce d'horlogerie, avant que ça soit terminé, c'est un petit peu différent. Ouais. Donc là, l'État, je dirais, spécifiquement en maroquinerie, vous avez une amplitude de valeur qui est énorme, qui est de 1 à 10 à peu près, selon l'état de la pièce. Donc ce qui est très très important. Vous prenez un sac, par exemple un Kelly, il peut, la même pièce, selon son état, je prends l'exemple d'un classique en veau lisse, noir, peut valoir 500 €, peut valoir 5 000 €. La même pièce, uniquement selon son état. Donc c'est vraiment... là-dessus, il faut aussi valoriser dans vos achats les pièces en très bon état. N'oubliez jamais que plus la pièce sera belle quand vous l'achetez, plus vous la conservez, plus vos chances de faire une plus-value et au moins d'avoir une très belle revente sont importantes. Les gens se dirigent évidemment toujours vers les très belles pièces en temps. Alors pas forcément les très belles en valeur, mais en état. Toujours. Que ce soit un modèle dans les montres, une très belle Omega Seamaster ou un vieux Daytona, tout est en fait dans l'état de la pièce pour, je dirais, pour l'attrait du marché. C'est tout à fait déterminant d'aller vers des pièces dont l'état est impeccable, le mieux possible en tout cas. On en parlait tous les deux tout à l'heure. Une pièce qui a un défaut, l'acheteur reprochera toujours le défaut. Exactement. On vous dira toujours, mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui va pas. Une pièce qui est impeccable, on ne pourra rien vous dire. Et on ne pourra pas contester le prix. Voilà. Si un jour vous voulez la revendre en venteuse enchère ou à un marchand ou à une autre personne, quelqu'un va vous dire, ah oui, mais là le cadran il est rayé, il est défraîchi, etc. Quand vous arrivez devant une pièce impeccable, ben non. Oui, c'est cher. Oui, ce sera cher. Mais une pièce impeccable, c'est rare. C'est beaucoup plus rare qu'une pièce moyenne, courante, etc. Donc, moi, j'incite les personnes vraiment à aller sur des pièces qui sont en très bel état, avec un historique éventuel. Ouais, mais même, bon, là, on parle de la revente. Nous, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'horlogerie. Les collectionneurs, on achète, on revend, c'est pour faire tourner, les coûts évoluent. Ça fait partie, on va dire, du parcours, etc. Mais même au porté, un défaut, vous pouvez avoir un toc et regardez plus que ça. Après, votre montre, elle a un petit choc. À partir du moment où vous le savez, il y en a qui vont regarder que ça. Ils ne prendront plus de plaisir à la porter. Donc ça, il faut bien déterminer avant l'achat, est-ce que ça va me gêner ou pas, est-ce que je peux faire avec. Il y a plein de choses avec lesquelles on fait. Moi, je préfère avoir un cadran en bon état qu'un boîtier, je le sais, donc je vais privilégier cet aspect-là. Il y en a d'autres qui préfèrent des jolis boîtiers et des cadrans un peu plus abîmés. Le mieux, c'est d'avoir les deux, vous me direz, nickel, pas abîmé, parce que sinon c'est embêtant. Et après, en fait, c'est ce que je vous disais aussi, il y a des gens qui vont acheter, des acheteurs qui vont acheter des montres avec des petits défauts, des sacs avec des petits défauts, tout en